Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Les candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 sont enfin connus. La Cour suprême a rendu publique la liste définitive de ceux qui vont compétir dans la course pour être président de la République. Les 9 qui avaient été provisoirement annoncés ont été confirmés par la juridiction de dernier recours en matière électorale. Explication à suivre. Enfin, de journal, nous prendrons la route de Beila, précisément sur les sites d'exploitation du Simandou. 2 jours de visite guidée ont permis à des journalistes, dont des représentants de Kavi Media, de vivre les réalisations de Rio Tinto Simfer. C'est dans le cadre de l'exploitation du minerai de fer, les routes, les logements, les rails. Tout est mis en place par les sociétés pour mener à bien leur activité sur les blocs 3 et 4. Les explications à suivre, c'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. La Cour suprême a validé la liste des candidats provisoirement déclarés le 8 novembre dernier. Ce sont les 9 candidats qui vont compétir à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. La Cour de dernier recours a rendu son arrêt en matière électorale ce mercredi 12 novembre. Ceux dont les dossiers sont déclarés irrecevables, 18 seulement, avaient porté recours pour demander l'annulation de la première décision. Mais ceux-ci ont encore été rejetés pour non-conformité au délai légal du dépôt de candidature. En Soubaï le Baldé pour plus de détails. Aucun changement sur la liste des candidats devant compétir à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. La Cour suprême a confirmé la liste provisoire publiée le 8 novembre dernier. C'est désormais les 9 candidats qui vont compétir dans la course pour être président de la République démocratiquement élu en Guinée. C'est le premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, qui a fait lecture de la décision. Article 2. La liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée et publiée suivant l'ordre de dépôt des candidatures comme suit. 1. Monsieur Abdoulaye Diéro Baldé. 2. Madame Makale Kamara. 3. Monsieur Ibrahima Abessila. 4. Monsieur Faya Lansana Milimouno. 5. Monsieur Abdoulaye Kourouma. 6. Monsieur Mohamed Nabé. 7. El Haj Bouna Keta. 8. Monsieur Mamadi Doumbouya. Et 9. Monsieur Mohamed Sherif Tonkara. Article 5. Dit que le présent arrêt sera notifié à la Direction nationale des élections, à l'ONACIR et aux partis et candidats indépendants concernés en application des dispositions des articles 141 et 139 alinéa 3 du Code électoral. Il faut noter que 18 candidats dont les dossiers avaient été déclarés irrecevables ont porté des recours devant la juridiction. La décision statuant en matière électorale a de nouveau rejeté les griefs portés à cet effet. Article 1er. Toutes les requêtes des partis politiques et des candidats indépendants introduites en contestation de l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême sont rejetées comme non fondées. La course à la magistrature suprême est désormais lancée en Guinée. 9 candidats ont été officiellement retenus par la Cour suprême après examen des recours pour le scrutin du 28 décembre 2025. Des profils variés issus des sphères militaires, politiques, économiques et diplomatiques. Leur portrait, c'est dans ce commentaire signé Bangali Kamara.
Ils sont 9 à briguer la présidence de la République. 9 profits pour une seule ambition, celle de diriger la Guinée. Parmi eux, Abdoulaye Yerobaldi, économiste et homme politique, ancien ministre de l'enseignement supérieur et ex-cadre de la Banque centrale. Fondateur du parti Frondega, il prône la réforme d'un système éducatif, une gouvernance économique rigoureuse et la transparence dans la gestion publique. Autre visage connu, Hagamakale Kamara, diplomate chevronné et ancienne ministre des Affaires étrangères, juriste de formation. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui d'ambassadrice de Guinée en France. C'est sa deuxième candidature à la présidentielle. Elle défend la place de la femme dans la gouvernance et la diplomatie active au service du développement. Ibrahima Abessila, ingénieur en énergie et président du parti NGR, fait également partie des candidats retenus. Ancien ministre de l'énergie, il milite pour une Guinée moderne, autosuffisante sur le plan énergétique et ouverte aux investissements privés. Vient ensuite Dr Faya Lansana Milimono, enseignant et président du bloc libéral, connu pour ses positions fermes en faveur des droits humains et la démocratie. Il incarne une figure d'intégrité politique. Abdoulaye Kourouma, président du RRD, fait partie des plus jeunes prétendants à la magistrature suprême. Ancien député sous le régime d'Alpha Condé, il plaide pour la moralisation de la vie publique et une meilleure redistribution des richesses. C'est sa deuxième participation à une élection présidentielle. Mohamed Nabé, ancien ministre du budget et haut fonctionnaire international, mise sur la rigueur et le redressement économique. Son programme repose sur la transparence budgétaire et la discipline financière de l'État. Autre figure du paysage politique est El Hadj Bouna Keïta, entrepreneur et président du Rassemblement pour une Guinée prospère RGP. Candidat pour la troisième fois, il défend la valorisation du secteur privé, la création d'emplois et le développement local. Parmi les candidats indépendants, Mamadi Doumbouya, officier des forces spéciales. Il s'impose comme un acteur central dans la scène nationale depuis 2021. Formé en France et en Israël, il est connu pour avoir conduit la transition marquée par la lutte contre la corruption et la refondation de l'État. Sa vision repose sur la stabilité, la sécurité et la consolidation des institutions. Enfin, Mohamed Cherif Tunkara, opérateur économique et ancien cadre du secteur minier, se présente également en indépendant. Moins connu de la sphère politique, il est l'un des rares candidats à avoir le quota nécessaire de parrainage. 9 candidats, 9 itinéraires, mais un même objectif: convaincre les Guinéens qu'ils sont l'alternative pour une Guinée unie, forte et prospère. Restons toujours dans l'actualité. Des citoyens de Conakry ont réagi à la liste définitive des candidats. Ils ont exprimé leur attente. Mohamed Amin Dafi et Moussa Kamara ont promené leur micro dans les rues. Suivez. Je félicite les candidats qui ont été choisis par la Cour suprême et j'encourage aussi les partis politiques ou bien les candidats non retenus. Ce n'est qu'un début de commencement. Mettre un parti politique en jeu, ce n'est pas facile. Il y a de haut et de bas. Mais de toute façon, la Guinée nous appartient tous. Et on veut que parler de la paix, surtout la paix, être candidat aujourd'hui et demain ne pas être candidat, ce n'est pas la fête du monde. Pour la liste définitive, je pense que, bon, en tout cas, tous les candidats ont leur chance. Mais j'aurais souhaité qu'on donne la chance à tout le monde. On a éliminé certains candidats. J'aurais voulu les voir participer à ces élections-là. Évidemment, je ne parle pas des candidats qui sont hors du pays, mais je parle de ceux dont la candidature n'a pas été validée. Donc aujourd'hui, je suis très content et très satisfait. Après au moins 5 années de transition, que nous allons vers les élections. Et aujourd'hui, la Cour suprême a été à la hauteur parce qu'ils ont validé des candidatures qui ont prouvé tous les dossiers. C'est ça une république. Ils ont bâti un travail énorme. Donc les candidats n'ont pas eu la chance que leurs dossiers soient réussis dans les mains de la Cour suprême, ne soient pas validés, je peux dire par là. Je les encourage aussi. Ce n'est pas la fin du monde. Ils vont se préparer pour les prochaines échéances électorales. La justice, en tout cas, elle a fait assez d'efforts pour pouvoir vraiment partager les gens, pour pouvoir vraiment faire de son mieux, afin vraiment que personne ne soit dans l'injustice. La liste, c'est vrai, elle est confirmée hier, on est d'accord. Et en tout cas, on a fait nos recours
par rapport à la liste provisoire qui a été publiée par cette même Cour suprême. Donc les recours n'ont pas été bien sûr tenus compte. Et cela n'empêche de trouver vraiment les moyens d'encouragement et de féliciter cette Cour suprême. Et puis, dans un communiqué du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, annonce l'inauguration de l'échangeur de Bambeto, dont les travaux avaient débuté en avril 2022. La cérémonie est prévue le samedi 15 novembre 2025. Cet ouvrage va transformer le visage de la capitale et faciliter la mobilité des citoyens. Mamadou Tanouba. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022. La date est historique pour le quartier Bambeto. Ce jour, le colonel Mamadi Doumbouya en personne effectue la pose de la première pierre de construction de l'échangeur de Bambeto. Un projet qui était jusque-là un rêve. Commence alors le chantier de construction de l'échangeur de Bambeto. L'objectif des nouvelles autorités, doter le pays d'infrastructures routières répondant aux normes standards. Des infrastructures permettant de rendre fluide la circulation, de désengorger les voies afin de diminuer les embouteillages. Le coût de financement du projet est de 20 240 000 $ américains par le Fonds Cohésion pour le développement économique arabe. L'échangeur de Bambeto est bâti sur 3 niveaux. Il comprend un pont 2x2, un passage souterrain, 2 fois une voie et un niveau intermédiaire en un rond-point à sens giratoire. La construction a 2 fois 2 voies de la transversale T2 qui dessert le quartier de Kipé, allant de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré au carrefour du centre émetteur de Kipé, en passant par le carrefour de Bambeto sur un itinéraire de 5 km. Les travaux avancent et le 12 juillet 2024, le Premier ministre Amadou Ouriba procède à une inauguration partielle de l'échangeur en ouvrant la partie inférieure aux usagers. C'est le début d'un soulagement. L'inauguration de l'échangeur de Bambeto ce 15 novembre marque donc une étape importante dans la réalisation d'infrastructures routières au bénéfice des usagers qui ont longtemps souffert des longues files d'embouteillages. À Conakry. La revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF a cette nuit ce jeudi à Conakry en présence du ministre du Plan et de la coopération internationale et de la représentante de l'UNICEF en Guinée. Objectif, évaluer les progrès du programme 2024-2025, tirer les leçons de sa mise en œuvre et ajuster les plans opérationnels. Khadija Kaba pour plus d'explications. La revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF a permis d'évaluer les progrès du programme 2024-2025. Présent à la cérémonie, Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la coopération internationale, a exprimé sa gratitude envers l'UNICEF pour son engagement constant en faveur du développement social, notamment dans la santé, l'éducation et la protection de l'enfance. Chers amis, notre engagement sur le terrain a été décisif. En allant à la source, en écoutant les bénéficiaires et en dialoguant avec toutes les parties prenantes, ils ont pu évaluer l'impact concret de nos interventions et identifier avec précision les goulots d'étranglement qui entravent encore la pleine réalisation des droits de chaque enfant. Votre engagement sur le terrain a été vraiment intéressant. La chose est assurée, chers amis, qu'aujourd'hui, nous nous réunissons pour la synthèse nationale. Mais cette revue ne se limite pas à un simple exercice de routine. Elle réveille une signification particulière, car elle inscrit dans le sillage d'une ambition nationale sans précédent. De son côté, Madalena Bertolotti, représentante de l'UNICEF, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner la Guinée dans ses efforts de développement tout en se réjouissant de la collaboration entre les deux parties. Je demeure convaincue qu'avec notre esprit de partenariat et de coopération qui nous caractérise, nous obtiendrons des résultats significatifs pour les enfants.
Je tiens vraiment à réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à continuer à travailler à vos côtés pour le bien-être des enfants de Guinée. Le directeur national des organisations internationales a pour sa part remercié l'UNICEF pour son appui constant qui, selon lui, contribue à l'efficacité des actions sur le terrain. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je tiens à saluer le soutien indéfectible de l'UNICEF qui accompagne la Guinée dans ses efforts de développement, en particulier dans les domaines de l'enfance, de l'éducation et de la santé féminine. Grâce à cette collaboration, nous avons pu accomplir des avancées significatives, bien que des défis subsistent et nous devons redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs communs. Cette revue marque une étape clé dans le renforcement du partenariat entre la Guinée et l'UNICEF avec pour objectif commun améliorer durablement les conditions de vie des enfants et des populations les plus vulnérables. Je vous le disais au sommaire, une visite guidée pour des journalistes de certains médias sur les sites d'exploitation du Simandou par Rio Tinto Simfer dans la préfecture de Beila. C'est là-bas où les blocs 3 et 4 sont exploités pour les minerais de fer. 2 jours ont permis aux hommes de médias choisis de vivre les réalités sur les installations et les travaux de cette société exploitante du Simandou. Des tonnes de minerais de fer sont stockés dont le train a commencé le transport. Les rails construits un tunnel de plus de 900 mètres pour faciliter le transport. De retour de Beila, Ansoubaïlo Baldé nous signe ce reportage à grand format. Suivez. Les plusieurs journalistes des médias sélectionnés pour la visite suivent une induction dès leur arrivée à Beila sur les installations de Rio Tinto Simfer. Une opportunité leur permettant de passer un bon séjour dans le respect de la sécurité, la santé, l'environnement et les communautés. La visite commence dans un grand centre de formation où des jeunes composés de filles et de garçons sont formés dans plusieurs filières d'activité, la soudure, la mécanique entre autres. Je crois que vous avez vu les installations de la fabrication que Rio Tinto a créées et mis à la disposition des communautés. Ces enfants ont été recrutés et on nous a mis les enfants à notre disposition pour les former à ce métier-là, la fabrication et la soudure, cette fois-ci. Parce que dans les autres centres, vous verrez que c'est la chaudronnerie qu'on enseigne le plus. Et donc, nous travaillons avec ces étudiants qui sont venus de plusieurs domaines, parce qu'on a des gens qui sont venus qui ont fait droit, il y en a qui ont fait, quand j'ai vérifié un peu physique, il y en a qui ont fait biologie. C'est vrai, ils viennent, on a 2 dedans qui ont fait le bac cette année, donc ils sont vraiment mélangés, mais ils ne sont pas d'abord spécialisés, ils sont venus tous dans le domaine où ils sont tous nouveaux. L'occasion est aussi donnée aux visiteurs guidés par des responsables de Rio Tinto Simfer de vivre ce que fait l'entreprise dans le cadre de l'exploitation des blocs 3 et 4 du Simandou pour le minerai de fer. Une tournée en voiture a conduit la mission sur les sites de concassage et de chargement de minerai de fer. Le directeur de projet de Rio Tinto Simfer, Mike Castel, parle de plus d'1 million de minerais de fer stockés. Sur place, nous avons assisté au départ du train minéralier pour le port de Moribaya. Donc ça, c'est actuellement du minerai de fer qui a 65% de teneur en fer. Donc relativement fort, très fort contenu. C'est une zone en fait où le minerai est sorti de la montagne et déchargé par camion ici. Et c'est concassé avec 3 machines portables qui sont des concasseuses mobiles. Et en fait, nous utilisons une entreprise guinéenne qui s'appelle GPC pour faire le transfert du minerai et le concassage. Et nous avons actuellement 1,5 million de tonnes de minerai de fer qui est stocké, qui est déjà prêt pour être envoyé sur le marché. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'endroit où nous allons faire le concassage et le chargement manuel du minerai, tant qu'en fait les infrastructures permanentes qui sont en cours de construction seront mises en place. Donc actuellement, nous visons la deuxième moitié 2026 pour avoir les infrastructures permanentes démarrées et on peut commencer la production en chargeant les
les trains en utilisant les silos de chargement que vous avez vus en cours de construction pendant la visite. 60 millions de tonnes de minerai de fer pour la première phase de l'exploitation sont prévues. Le minerai de fer du Simandou est particulier selon les experts du projet de Rio Tinto Simfer de par sa composition. Le minerai de Simandou particulier, moi je viens de l'Australie. Je viens de l'Australie il y a 4 ou 5 mois. Je sais ce que j'ai trouvé derrière moi là-bas, en Australie, du point de vue minerai de fer. Et ici, le minerai de fer est spécial à travers d'abord beaucoup de choses, c'est-à-dire le pourcentage du fer. On a en moyenne, ce n'est pas le top, mais on a en moyenne 65,5% de fer dans pratiquement tous les échantillons ici. Et ça, c'est le côté minéralisation. Et de l'autre côté, il y a des impuretés aussi qu'on peut retrouver dans la minéralisation qui font que très souvent, il y a des sociétés qui peuvent même abandonner l'exploitation d'un gisement à cause de ces impuretés-là. C'est le phosphore, c'est le soufre, c'est l'alumine, c'est la silice et d'autres composants aussi. Mais il se trouve que tous ces composants se retrouvent dans la minéralisation de Simandou à une quantité très très moindre qui font même que nous appelons le minerai de Simandou un minerai bio. Parce que toutes ces impuretés-là ne sont pas pratiquement très très prononcées dans la minéralisation du Simandou. Les infrastructures sont bien réelles avec Rio Tinto Simfer. L'entreprise a tout mis en œuvre pour mener à bien ses activités. Les routes, les rails, les bureaux et les logements des travailleurs. Pour mieux faciliter le transport des minerais et au-delà pour les marchandises et les passagers prévus dans le projet, une gare est construite et un tunnel de 926 mètres. Comme vous le savez, nous faisons la voie unique. Et nous sommes actuellement au niveau du portal S, qu'on appelle ici communément S-Portal. Nous avons 2 portals, le portal S et le portal Ouest, qui est de l'autre côté. Donc, nous sommes derrière moi, nous avons le bijou là, cette infrastructure qui est le tunnel qui s'étend sur une longueur de 926 mètres, qui est aujourd'hui terminé et totalement équipé. Et comme vous le voyez, à 20 h, le train va passer ici. Donc, c'est un tunnel ferroviaire. Dans le cadre de l'environnement, Rio Tinto Simfer a un service dédié à ce secteur. Une pépinière forestière est bien aménagée, incluant un laboratoire. Les responsables confient que plus de 10 000 travailleurs se trouvent sur le site et 80% sont des Guinéens dans le cadre du respect du contenu local. Cette mission de visite est facilitée par les directeurs généraux de Rio Tinto Simfer, Aboubakar Koulibaly et Chris Estisson. L'équipe a visité les sites de Siatourou, Oueleba, Kanga et Konia, ce à la satisfaction de tous. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.